Ultime témoignage d'un passé révolu, l'effigie de Staline sur le museau d'une locomotive garantie d'époque. Mais aujourd'hui, coincée entre Russie et Chine, la Mongolie préfère entretenir le culte de Gengis Khan, fondateur de la nation mongole et créateur d'un empire qui s'étendit à partir du XIIIe siècle du Pacifique jusqu'à la Méditerranée. Dans les années 30, Staline avait fait détruire la plupart des temples, mais le bouddhisme tibétain a survécu, d'abord en secret, puis désormais en pleine lumière. Chaque jour que Dieu fait, les Mongols de tous âges affluent au grand temple de Gandan, faisant pieusement ou allègrement tourner les moulins à prière, devisant avec les moines bon enfant, assistant aux multiples offices quotidiens, baguenaudant en famille, manifestant par une bienveillante fraternité leur allergie aux trois poisons de l'esprit que sont l'avidité, la colère et l'ignorance. Ici, la présence de touristes et de voyageurs ne semble déranger personne. Il est vrai que, comme par miracle, l'atmosphère du lieu a tôt fait de transformer l'agité en sage et l'agitation en sagesse. S'il est un lieu où le sens originel du mot religion, religere, relier, prend tout son sens, c'est bien ici. Chacun, croyant ou non, se sent en communion avec son prochain comme avec l'univers. En toute simplicité, en toute bonhomie, un grand rafraîchissement pour le corps, le cœur et l'âme. Après la chute du communisme, la religion bouddhiste est revenue, mais on pratiquait avant l'arrivée du communisme. Mais maintenant, de plus en plus, les gens ont liberté de croire, de choisir une religion. La plupart des Mongols sont bouddhistes. Mais comme je suis l'originaire de Mongolie centrale, un peu comme partout chez nous, ça existe encore toujours le chamanisme, la croyance locale qui est omniprésent. Et la religion communiste, elle a complètement disparu? Ah oui, c'est disparu, mais comme ça existait pendant plus de 70 ans, mais quand même l'idéologie communiste existe dans certains domaines de Mongolie, je dirais dans le domaine politique. Et déjà, un nouveau départ. Mais nous sommes ici en Mongolie, pas en Russie post-communiste, et rien n'interdit plus d'utiliser sans crainte sa caméra ou son appareil photo sur le quai d'une gare. Voyageurs et touristes étrangers semblent avoir tous convergé ici. C'est vrai qu'en Russie, ils étaient naturellement répartis parmi de très nombreux trains emportant principalement des voyageurs locaux. Alors qu'entre la Sibérie, la Mongolie et la Chine, le trafic ferroviaire a toujours été plus restreint lorsqu'il n'était pas purement et simplement supprimé, sur cette ligne qui n'existe d'ailleurs que depuis le milieu des années 50. Retour dans nos cabines, de plus en plus spartiates à mesure qu'on s'est écarté de l'axe principal Moscou-Vladivostok. En première classe, les deux couchettes se trouvent toujours en bas. L'échelle ne sert donc qu'à monter les bagages dans les logements longuement inspectés avant-hier par les gardes-frontières russes. Cette fois, la liberté n'a plus d'entrave. Plus de poteaux électriques ou télégraphiques sur le bord de la voie, les immensités mongoles n'en sont que plus belles. D'autant que, comme par miracle, les fenêtres de ce même wagon russe, impossible à ouvrir depuis Moscou, ont soudain été débloquées par une main mongole et compréhensive. Il nous est enfin possible de voir et de montrer le spectacle, et quel spectacle, du train et de ses deux motrices progressant en direction du désert de Gobi, au milieu de montagnes tout aussi désertiques et impressionnantes. Et soudain, arrêt surprise,
dans la minuscule cité du seul cosmonaute mongol, Jugderdemin Guracha, envolé le 22 mars 1981 à bord de Soyouz 39. Même s'il avait posé le pied sur la Lune, le héros local ne s'y serait sans doute pas senti dépaysé, tant la Mongolie ressemble à une autre planète. Les rares villages eux-mêmes apparaissent et disparaissent comme autant de mirages. À Oulan-Bator, le poussiéreux wagon-restaurant russe a été remplacé par une voiture mongole aux allures de 1001 nuits. Pendant la traversée du désert du Gobi, rien, absolument rien, hormis une modeste barrière destinée à éviter la rencontre fracassante avec un chameau égaré. Et la nuit, qui cette fois sera brève. À la frontière entre Mongolie et Chine, l'écartement des voies passe en effet de 152 à 143 cm. Il faut donc surélever un à un les wagons pour glisser un nouveau train roulant à la place de l'ancien. Opération de force et de précision à la fois, exécutée dans la presque obscurité et à laquelle nous aurons été, semble-t-il, en mai 2007, parmi les derniers à pouvoir assister, puisque désormais, les passagers doivent attendre dans un salon de la gare que cette longue substitution soit effectuée. Cette fois, nous voici en Chine. Dans moins de 5 heures, nous serons arrivés à Pékin. À la différence de la Russie, les vitres des wagons sont consciencieusement nettoyées, et dans la bonne humeur qui plus est. Le wagon-restaurant chinois a remplacé le wagon mongol. Moins raffiné, il prend des allures de simple snack. Le choix est limité, la clientèle habituée. Fonctionnaires ou militaires pour la plupart. Depuis les premiers kilomètres en territoire chinois, il nous semble que l'air est plus gris. Comme si la pollution des grandes villes parvenait déjà jusqu'ici et que la Grande Muraille, qui doit serpenter quelque part dans ces montagnes, avait jadis réussi à dissuader les envahisseurs, mais ne pouvait rien pour arrêter les fléaux d'aujourd'hui. Grande banlieue de Pékin, banale et démesurée, mais toujours parfaitement ordonnée. L'architecte des années Mao avait dû passer pas mal de temps dans l'armée. Ici, même vu du train, tout semble organisé, canalisé, mais tout de même à la bonne franquette. Les regards ne sont ni suspicieux ni agressifs, apparemment ouverts, mais après tout peut-être simplement indifférents. Bienvenue à Pékin.